On a tendance à voir la gentillesse comme une vertu absolue, quelque chose de purement positif, mais et si c'était plus complexe que ça? Que se passe-t-il quand cette qualité formidable cache en réalité quelque chose d'un peu plus sombre? C'est ce qu'on va explorer ensemble, la face cachée de la gentillesse et ses conséquences souvent invisibles. Cette phrase, elle résonne, n'est-ce pas? On connaît tous des gens comme ça. Des personnes qui donnent, qui donnent, qui donnent, mais dont leur regard trahit une sorte de fatigue profonde, une lassitude. C'est exactement ce paradoxe qu'on va décortiquer. Comment notre plus belle qualité peut parfois devenir la source même de notre épuisement. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Une gentillesse qui ne vient pas d'un vrai choix, d'un élan sincère, mais plutôt d'une peur, la peur d'être rejeté, la peur du conflit, la peur de ne pas être aimé, eh bien cette gentillesse-là n'est pas tout à fait authentique. Elle devient une sorte de masque qu'on porte pour être accepté. Le problème, c'est qu'à force de porter ce masque, on finit par ne plus pouvoir respirer. Alors, la question c'est, comment est-ce qu'on en arrive là? Pour le comprendre, il faut creuser un peu, remonter aux origines psychologiques de ce besoin de plaire, voir comment une vertu peut se transformer petit à petit en un véritable mécanisme de survie. C'est vraiment la question centrale, au fond. Pourquoi est-ce que dire non peut sembler si terrifiant, presque contre nature, pour quelqu'un qui se définit avant tout par sa bienveillance? C'est un vrai combat intérieur pour beaucoup de monde. En général, tout ça commence très très tôt, dans l'enfance. On apprend que pour recevoir de l'amour, de l'attention, il faut être agréable, ne pas faire de vagues. Du coup, notre système nerveux fait une association super puissante. Être gentil égale être en sécurité. Et une fois adulte, ce schéma est tellement ancré en nous qu'on a du mal à faire la différence entre une vraie générosité et ce réflexe de vouloir plaire à tout prix. Le problème, c'est que cette gentillesse sans aucune frontière, elle a un coût. Et ce coût est énorme, pas seulement pour la personne qui donne, mais aussi pour la qualité de ses relations. C'est une forme d'autodestruction lente et silencieuse. D'ailleurs, les psychologues ont un nom pour ça, la fatigue de compassion. Et attention, ce n'est pas juste pour les soignants ou les travailleurs sociaux. Non, ça peut toucher n'importe qui. C'est quand on a tellement donné de son empathie, sans jamais recharger ses propres batteries, qu'on se retrouve complètement à sec, vide, incapable de ressentir de la compassion pour les autres, et souvent pour soi-même non plus. Et ce n'est pas juste une impression, un sentiment, la science le confirme. Les études montrent très clairement que les personnes qui font passer systématiquement les besoins des autres avant les leurs ont des niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression et même de problèmes de santé physique. C'est logique, à force de s'occuper de tout le monde, on finit par s'oublier complètement. Et c'est là qu'on tombe sur ce paradoxe qui est assez cruel en fait. À force d'être toujours la personne arrangeante, celle qui ne se plaint jamais, on habitue les autres à ne plus faire attention à nos propres besoins. Sans le vouloir, on leur apprend qu'ils peuvent nous ignorer, et cette gentillesse qui devait nous connecter aux autres mène finalement à l'invisibilité, et l'invisibilité c'est juste une autre forme de solitude. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de faire la distinction. Il y a deux types de gentillesse. La première vient d'un manque, d'un vide intérieur, d'un besoin d'être validé. Celle-là, elle épuise, elle nous ronge et elle finit par créer du ressentiment. Et puis il y a l'autre gentillesse, celle qui vient d'un trop-plein, d'une force intérieure, d'une abondance. Celle-ci, elle est choisie, elle est saine et elle fait du bien à tout le monde. L'une vient de la peur, l'autre de l'amour. C'est aussi simple que ça. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour passer de la gentillesse qui vide à celle qui remplit? La solution, ce n'est pas de devenir égoïste. Pas du tout. C'est de s'inclure dans l'équation de sa propre bonté. Et pour ça, il y a une image très forte, le principe du masque à oxygène. On a tous entendu cette consigne de sécurité dans un avion. Et c'est une métaphore parfaite pour la vie. Si on s'épuise émotionnellement à vouloir aider tout le monde, on va finir par s'effondrer. Et à ce moment-là, on ne pourra plus aider personne. Prendre soin de soi, ce n'est donc pas de l'égoïsme, c'est une condition indispensable pour pouvoir aider les autres de manière durable et saine. Et ça nous amène directement à la question des limites, qui sont souvent très mal comprises. Poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est juste être honnête sur ce qu'on est capable de donner. C'est tracer la ligne entre soi et l'autre, pour créer un respect mutuel. Et surtout, c'est ce qui donne toute sa valeur à notre oui. Un oui qui est choisi et non subi, a une puissance incroyable. Ok, la théorie est claire, mais concrètement, au quotidien, comment on met ça en application? On va maintenant voir quelques stratégies très pratiques pour passer de cette gentillesse qui nous enchaîne à une gentillesse qui nous libère vraiment. Mais juste avant, un petit concept de psychologie qui est super important, l'altruisme pathologique. C'est quand notre intention d'aider finit par faire plus de mal que de bien.
Par exemple, en sauvant tout le temps quelqu'un, on peut l'empêcher de devenir autonome. Ou alors, en se sacrifiant, on finit par tomber malade et devenir un poids pour les autres. Ça a l'apparence de la gentillesse, mais les conséquences sont négatives pour tout le monde. Alors, voici une petite boîte à outils en 5 étapes. 1. Pratiquer la pause. Avant de dire oui, on prend le temps de respirer. 2. Apprendre le non doux. On peut refuser avec compassion. 3. Se rappeler que notre valeur ne dépend pas de ce qu'on fait pour les autres. Elle est là, point. 4. Cultiver son jardin intérieur, faire des choses qui nous nourrissent. Et 5. Un point crucial, écouter sa colère. C'est souvent un signal d'alarme qui nous dit qu'une de nos limites a été franchie. Pour conclure, revenons à notre image du début. Le chemin, ce n'est pas de jeter la gentillesse à la poubelle, bien au contraire, c'est de l'incarner de manière plus authentique. Et voilà le message final. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. Il s'agit simplement d'arrêter de jouer un rôle. L'objectif, c'est de laisser notre gentillesse émaner de qui on est vraiment, avec nos forces, mais aussi avec nos limites, avec des oui qui viennent du cœur et des non qui sont tout aussi nécessaires. Cette phrase est tellement juste. Ce monstre intérieur qu'on peut sentir parfois, le ressentiment, l'amertume, la colère, il ne vient pas d'une méchanceté cachée. Non, il naît simplement du fait de s'être abandonné soi-même. Le véritable ennemi, ce n'est pas l'égoïsme des autres, c'est notre propre négligence envers nous-mêmes. Et donc on peut se quitter avec cette question, à garder comme une sorte de boussole intérieure. La prochaine fois qu'on s'apprête à faire un acte de gentillesse, on peut juste prendre une seconde pour se demander: est-ce que je fais ça par peur de ce qui pourrait arriver si je ne le fais pas? Ou est-ce que je le fais par un choix libre, un élan généreux? La réponse à cette simple question contient peut-être la clé d'une gentillesse qui non seulement aide les autres, mais surtout nous maintient en vie.